Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au classement des êtres vivants. Cette vidéo s'insère dans le thème « Le vivant, sa diversité, les fonctions qui le caractérisent ». La classification actuelle des êtres vivants se base sur les travaux du Suédois Carl von Linné, publié dans son livre Systema Naturae en 1735 et dont vous pouvez voir un extrait à l'écran. Alors, comment classer le vivant ? Lorsque l'on considère deux êtres vivants très différents, ici une méduse à gauche et un chimpanzé à droite, il est facile de les distinguer sur la base de leurs apparences. Pour des animaux qui se ressemblent le plus, cela peut devenir plus compliqué. Il a donc fallu établir un système de classification des êtres vivants. Pour les classer, on utilise les caractéristiques des êtres vivants, ceux que l'on appelle leurs attributs ou caractères. Si l'on reprend la comparaison méduse-chimpanzé, la méduse a des tentacules, les chimpanzés auront des pattes. Les êtres vivants vont ainsi être classés en groupes en fonction des attributs qu'ils possèdent. Des êtres vivants qui ont des attributs en commun seront classés dans le même groupe. Plus des êtres vivants auront d'attributs en commun, plus ils appartiendront à des groupes proches. Cela semble intuitif. Et pourtant, en ne se basant que sur les attributs ou caractères similaires, on peut être amené à classer dans le même groupe des êtres vivants qui se ressemblent alors qu'ils appartiennent à des groupes différents, ou à l'inverse, des êtres vivants qui ne se ressemblent pas dans des groupes différents alors qu'ils appartiennent au même groupe. Il est donc nécessaire de bien choisir les attributs que l'on va prendre en considération pour la classification. Ainsi, si l'on ne s'intéresse qu'à la présence d'ailes, il serait facile de classer les chauves-souris et les papillons dans le même groupe que les oiseaux, puisque ces animaux possèdent tous des ailes. Les papillons appartiennent pourtant au groupe des insectes, et les chauves-souris à celui des mammifères. La classification est donc un travail de précision, où l'on va s'intéresser à l'ensemble des attributs d'un être vivant pour les classer par rapport aux autres. On nomme cette science la taxonomie, et elle est constituée de groupes emboîtés. Comment ça marche ? Chaque groupe est défini par des caractères ou attributs particuliers. Mais certains groupes partagent des caractères en commun. Il est ainsi possible de classer les êtres vivants dans des groupes en fonction des caractères qu'ils partagent. Ces groupes sont plus ou moins grands et emboîtés les uns dans les autres. Cette classification nous amène également à nous poser la question de notre propre place au sein du vivant. Nos cellules possèdent des noyaux, comme nous le verrons plus tard dans ce chapitre. Nous sommes des animaux, nous possédons un crâne, des vertèbres et 4 membres, 2 bras, 2 jambes, et nous avons des poils et des mamelles. Nous faisons donc partie du groupe des mammifères. Plutôt que d'utiliser des groupes au nom de caractères, comme nous venons de le voir, la classification scientifique utilise une organisation précise. Qui sommes-nous dans cette organisation ? En simplifiant, nous faisons partie du règne des animaux, car nous nous nourrissons d'autres êtres vivants. Nous possédons une colonne vertébrale, et appartenons donc au phylum des chordés. Comme nous l'avons dit, nous avons poils et mamelles, notre classe est celle des mammifères. Notre museau, notre nez, si vous préférez, est réduit, et nous utilisons plus notre vision que notre odorat. Nous sommes de l'ordre des primates. Notre cerveau est plus développé que celui de beaucoup de primates. Nous faisons partie de la famille des hominidés. Nous nous déplaçons sur 2 pattes, nos 2 jambes. Nous faisons partie du genre Homo. Enfin, notre crâne est arrondi et nous avons un menton marqué. Notre espèce est Sapiens. Par convention, on ne conserve que les 2 derniers termes pour désigner un groupe d'êtres vivants. Nous faisons partie de l'espèce Homo sapiens. Cette présentation s'appelle la nomenclature binomiale et elle a été définie par Carl von Linné, dont nous avons déjà parlé. Cette classification reste basée sur un partage de caractères, ou d'attributs si vous préférez, entre les êtres vivants. On peut également l'appliquer au passé. Si l'on s'intéresse au passé, la comparaison d'êtres fossiles présentant des caractères en commun
permet de les classer dans des groupes similaires. Ici, 2 fossiles du genre Archaeopteryx. Vous notez la similarité entre ces 2 fossiles. On retrouve les mêmes caractères. Plus intéressant encore, en comparant entre des espèces fossiles avec des espèces actuelles et en regardant les caractères qu'ils ont en commun, il est possible de classer dans des groupes ces espèces. Ainsi, Archaeopteryx apparaît plus proche du pigeon actuel que du tyrannosaure. Archaeopteryx appartient d'ailleurs au groupe des oiseaux. Mais aussi bien Archaeopteryx que le pigeon partagent des caractères en commun avec le tyrannosaure. Le groupe des oiseaux et celui des dinosaures sont donc très proches, même si les dinosaures ont tous disparu. Tous disparus ou presque, puisque l'on considère maintenant que les oiseaux font partie du groupe des dinosaures. Quand vous mangez des nuggets de poulet, vous mangez donc, techniquement, du dinosaure. Le groupe des oiseaux est en fait apparu au sein d'un certain groupe de dinosaures, celui des théropodes, dont vous connaissez probablement le tyrannosaure et le vélociraptor. En étudiant les fossiles, il est ainsi possible de déterminer quand les 2 groupes, oiseaux et autres dinosaures, se sont séparés. Pour illustrer cette méthode, pensez à votre famille. Dans votre famille, vous et éventuellement vos frères et sœurs êtes les enfants de vos parents, qui eux-mêmes sont les enfants de vos grands-parents. Et il est ainsi possible de reconstituer les liens de parenté entre les différents membres de votre famille et de reconstituer l'arbre généalogique de votre famille. Notez qu'entre chaque niveau de cet arbre, il n'y a qu'une génération. À la manière d'un arbre généalogique, il est possible de représenter les liens de parenté entre les différents êtres vivants. Ces liens de parenté sont établis à partir des caractères ou attributs partagés par ces différents groupes d'êtres vivants. On obtient ainsi un arbre phylétique. Sauf qu'ici, contrairement à l'arbre généalogique, où un trait vertical est égal à une génération, ici les traits verticaux représentent des milliers, des millions, des milliards de générations. Notez que si cette représentation en arbre phylétique représente les liens de parenté, on y retrouve l'organisation en groupes emboîtés que nous avons déjà vu au début de cette vidéo. Il est donc possible de nous placer, les Homo sapiens, dans cet arbre phylétique. À chaque embranchement dans notre arbre phylétique, lorsque 2 groupes se séparent, on retrouve un ancêtre commun aux 2 groupes. L'individualisation de nouveaux groupes, la séparation des groupes, si vous préférez, se fait par l'apparition de nouveaux caractères. Si l'on étudie cet arbre, on remarque que toutes les branches se rejoignent à la base, au niveau d'un ancêtre commun à tous les êtres vivants de notre planète. On lui a donné le nom de Luca. Luca pour Last Universal Common Ancestor, ce qui se traduit par le dernier ancêtre commun universel, c'est-à-dire commun à tous les êtres vivants. On ne sait que peu de choses sur ce Luca, mais il avait des caractères que l'on retrouve maintenant chez tous les êtres vivants de notre planète. Sur Terre, toutes les formes de vie connues sont faites à base de cellules. Luca était donc constitué lui aussi d'une cellule. Cellule que nous allons observer ensemble en classe. On termine donc ici cette vidéo et je vous dis à très bientôt en classe.